En septembre 1945, Kim Il-sung, un des chefs de la résistance coréenne, est installé par les soviétiques à la tête du Comité provisoire du peuple qui va devenir la République populaire démocratique de Corée en se forgeant au nord du territoire. Le pays est partagé par les vainqueurs à la fin de la colonisation japonaise et sera divisé au 38e parallèle comme ligne de démarcation frontalière. Le Sud fut maintenu par le gouvernement de Syngman Rhee, soutenu par le Japon et les États-Unis. Il maintient un gouvernement nationaliste libéral et anticommuniste basé sur l'illuminisme. Le pouvoir au nord va instaurer la dictature du prolétariat, soutenue par l'URSS et la Chine communiste. La propriété privée est abolie pour la redistribution des terres. Nationalisation des industries, des banques, des transports et des médias. Instauration de la loi du travail et sur l'égalité des sexes. L'objectif est de transformer la Corée du Nord sur le modèle communiste dans la ligne soviétique. Même avant la guerre de Corée, l'État communiste va se forger autour du Parti du travail de Corée, seul parti hégémonique du pays. Coopérant avec le Parti social-démocrate de Corée et le parti Chongdong-gyo, qui représente les pratiquants du chondoïsme. Ils vont former le Front uni démocratique le 22 juillet 1946, puis le Front démocratique pour la réunification de la patrie le 25 juin 1949. En Corée du Nord, on déclare que les masses populaires sont les moteurs de l'histoire, mais qu'un grand leader doit les guider. Le peuple ne doit pas penser par lui-même, mais plutôt penser au travers du grand chef. Amenant à un régime unitaire, se basant sur le culte de la personnalité du leader, comme pouvait l'être le stalinisme. Bien que reprenant l'idéologie marxiste-léniniste orthodoxe comme tous les pays du bloc socialiste de la guerre froide, Kim Il-sung va remettre au goût du jour le dogme du Chūshūe. Cette doctrine, ayant des racines dans le confucianisme et l'anticolonialisme japonais, a pour objectif en Corée du Nord d'associer le socialisme et le nationalisme ethnico-culturel. Il fut cité pour la première fois par l'historien indépendantiste coréen Shin Chae-ho. Cet ancien anarchiste reconverti au nationalisme montre que le Chūshūe aspire à l'autonomie totale d'un pays, à la fois au sens national et au sens historique. Il se prononce en faveur d'une autodétermination du peuple coréen. Il lie cette doctrine avec le Mincho, une autre théorie écrite par Shin Chae-ho, qui le définit par une volonté de retracer l'histoire d'une nation par sa généalogie, s'appuyant sur la race et la culture héréditaire. Il faut qu'une nation retrouve selon lui son Chuchok. Dans le cas de la Corée, ce serait l'ancien royaume coréen mandchou du Puyo qui aurait été dirigé par Dangun, le roi-dieu de Kojoseo, le premier royaume coréen qui serait apparu selon la légende au XXIVe siècle avant Jésus-Christ. Avec une vision de l'histoire mélangée à de la généalogie et à de la mythologie, Shin Chae-ho souhaite convaincre que les Coréens du Sud et les Mandchous au Nord ont le même héritage et que la séparation culturelle doit disparaître pour une réunification ethnique. Le travail de Shin Chae-ho sur l'identité coréenne avait surtout pour but de ralentir l'influence culturelle chinoise, japonaise et occidentale. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux régimes coréens vont se partager l'héritage des écrits de Shin Chae-ho. Dans l'État au nord, Shin Chae-ho est tenu en haute estime. Kim Il-sung lie cette doctrine au marxisme-léninisme dans son discours en 1955 sur l'élimination du dogmatisme et du formalisme et l'établissement du Chūshūe dans le travail idéologique. Il serait le chef du peuple et suivrait des tracés généalogiques similaires à ceux des Coréens dans l'ancienne Corée et la Mandchourie. Il est de son devoir d'unifier toute la Corée, ainsi que de la faire sortir des mains de l'impérialisme étranger. Les trois principes fondamentaux du Chūshūe deviennent pour le pouvoir en place l'indépendance politique, l'autosuffisance économique, ainsi que l'autosuffisance militaire. Le Chūshūe fut la doctrine majeure du pouvoir en place, puis a été inscrit en 1972 dans la Constitution de la Corée du Nord. Le fils de Kim Il-sung, Kim Jong-il, fait évoluer l'idéologie et néglige le marxisme-léninisme, jugé obsolète ainsi que trop universaliste. Son éloignement vient aussi des racines néo-confucianistes de l'idéologie. Contrairement au marxisme-léninisme qui considère le matérialisme historique comme la force motrice du progrès de l'histoire,
Le Chushui considère l'homme au sens large comme la force motrice de l'histoire et du progrès. Autre élément provenant certainement du confucianisme, le familisme s'est transformé en une sorte de religion politique dans laquelle le Chushui s'est construit. D'un point de vue national, le leader représente la figure paternelle et le peuple nord-coréen représente ses enfants. La structure familiale et l'enjeu social de la piété filiale sont extrêmement mis en avant dans la propagande. Sous colonisation japonaise, de nombreux indépendantistes avaient déjà pensé à utiliser les médias comme pour envoyer leurs revendications anticoloniales. Les communistes, les anarchistes et les nationalistes forment le terreau de la contestation contre la dictature impérialiste japonaise. Ce sont les staliniens qui vont dominer le milieu culturel. La plus grande organisation d'artistes est la Korea Artista Proletariat Federatio, créée en 1925. Dissous en 1935 par les Japonais, elle fut néanmoins la première tentative d'utiliser le cinéma comme arme sociopolitique en Corée. Comme dans beaucoup de pays communistes, le cinéma est un moyen d'éducation des masses. Et dès sa création, le régime va prendre cet art très au sérieux et va très vite l'institutionnaliser. Un bon nombre de professionnels du cinéma auraient été attirés au nord par les promesses d'un développement révolutionnaire des arts et du cinéma. À la suite de la guerre de Corée, la production cinématographique reprend par l'impulsion de Kim Il-sung. Le cinéma devient un outil de communication de premier ordre entre le chef leader et le peuple. Aucune autre production ou importation de films étrangers n'est autorisée, sauf exception. Le mélodrame est un genre de choix dans le cinéma coréen. Les épreuves des personnages viennent soit d'un événement qui peut être d'ordre professionnel ou relationnel. Le destin est un élément central dans ces films et fait face à des enjeux géopolitiques qui secouent le pays. Très traditionnaliste, le chant a une place très importante dans l'art coréen. Bien que s'inspirant de l'esthétisme soviétique, de nombreuses adaptations de classiques de l'opéra ou de la littérature coréenne ont été transposées sur grand écran. L'héritage du réalisme socialiste d'inspiration chinoise et soviétique est très marquant. Édicté spécialement lors du congrès de 1934, il consiste à créer le portrait de l'héroïsme socialiste par une représentation de la réalité dans son développement révolutionnaire. Les codes cinématographiques doivent être compris par toute la population. Cela veut dire que les films doivent avoir un montage, une structure narrative et des dialogues simples, compris par tous. Le cinéma nord-coréen va s'en détacher progressivement. Il s'écarte autour d'un idéal commun par une apparence enjolivée. L'esthétique de l'apparence picturale cloue cet antinaturalisme du réalisme socialiste. Il s'agit d'une exaltation des héros révolutionnaires et reconstructeurs. L'imagerie du Cholima est impliquée notamment dans les films historiques. Sa statue est d'ailleurs présente à chaque début de film comme emblème de la production cinématographique du pays. Dans la mythologie coréenne, Cholima est un cheval ailé dont on dit qu'il peut parcourir 1000 lieues par jour. Son imagerie symbolise l'héroïsme du peuple coréen qui avancerait à la vitesse de Cholima. Kim Jong-il va aller encore plus loin sur l'importance du cinéma. Il amène ses propres réflexions esthétiques par des publications comme De l'art cinématographique, paru en 1973. L'art doit être moraliste pour amener les hommes sur le bon chemin. Le Chae-ju-song est l'une des théories artistiques présentées dans son livre. Il s'agit d'un modèle de philosophie où l'homme est libre de son destin. Une vision indéterministe du libre arbitre. Chaque héros d'un récit doit amener cette idée du Chae-ju-song. Autre élément du cinéma nord-coréen post-Kim Jong-il, les héros cachés. Les vieux films de guerre ayant trop mis en avant des militaires et des hommes politiques sont vus comme obsolètes. Cette fois-ci, ce sont les gens de la vie de tous les jours, avec un quotidien simple, qui sont capables d'héroïsme. Kim Jong-il explique aussi comment un film doit être pensé collectivement, avec comme base l'idéologie du parti. Par la métaphore de la graine, qui est le seul fondement idéologique dans lequel le film symbolisé par un arbre doit se construire. Le travail du metteur en scène est d'être l'avatar du commandeur suprême. Son rôle est d'unifier le groupe de création autour d'une seule idéologie et d'un seul propos. Après la guerre froide, Kim Jong-il va faire évoluer l'esthétique du réalisme socialiste en réalisme autonome.
Après la fin du bloc socialiste, la Corée du Nord est un des derniers vestiges de ce bloc. L'objectif est d'amener le cinéma à un identitarisme plus affirmé. Une image idéalisée, faisant du cinéma un outil essentiel d'autoreprésentation de la société nord-coréenne. Il est contrebalancé par la volonté de ce cinéma de traiter les sujets de front et de leur importance. Depuis les années 2000, une nouvelle politique de diffusion des films nord-coréens à l'étranger permet aux cinéastes internationaux d'y avoir accès. En 1987 est fondé le Festival du film de Pyongyang, des pays non alignés et autres pays en développement. Ce festival de cinéma, créé sous l'impulsion de Kim Jong-il, a pour but de récompenser des centaines de films à travers le monde, souvent censurés et choisis par le jury pour être en cohérence avec l'idéologie d'État. Il se fait à l'International Cinema Hall, à la capitale. Pendant la 10e édition du festival en 2006, la compétition est tournée majoritairement autour de films européens. On retrouve le film allemand Napola de Dennis Gansel, Offscreen du réalisateur belge Peter Kuipers, ou Je ne suis pas là pour être aimé du français Stéphane Brisé. C'est à cette occasion que Jérémy Seguet, distributeur spécialisé dans le cinéma asiatique, et James Velez, distributeur à Pretty Pictures, découvrent le film Journal d'une jeune nord-coréenne de Jong In-haku, grand succès public et critique en Corée du Nord. Rentré en France, Pretty Pictures achète le film pour le faire sortir en salle le 29 décembre 2007 en France. Pour la première fois, un film de la Corée du Nord sort en salle dans un pays occidental. Jong In-hak est un réalisateur diplômé de l'Université des arts dramatiques et cinématographiques de Pyongyang. En 1998, à la 6e édition du Festival de cinéma de Pyongyang, il est récompensé par un Golden pour le film In Distant Future, une histoire d'amour entre un homme de la capitale et une chef d'une brigade de plâtriers vivant dans un milieu rural. Journal d'une jeune nord-coréenne est écrit par Han Jung-bo, dont c'est le seul film reconnu en tant que scénariste. Le personnage principal est joué par Park Min-hyung, qui n'a rien fait de notable depuis ce film. Avec ce que nous avons dit précédemment, vous vous rendez bien compte qu'il est difficile de voir une quelconque ambition artistique individuelle avec ce genre de production. Si l'on pouvait décortiquer le film par rapport à d'autres films nord-coréens et voir une patte artistique qui lui est propre, il serait noyé dans l'idéologie que le film doit transmettre. Tout doit être compréhensible et accessible à tous. Toute tentative d'expérimentation est mise de côté. Le film reprend le schéma du mélodrame social classique. Le dialogue est le principal moteur de l'histoire. Les caractères des personnages sont établis et reconnaissables. On est dans une narration très formaliste et très abordable. Le langage cinématographique est utilisé d'une manière tout aussi formelle, voire scolaire. Les films sont, très souvent, une fois diffusés au cinéma, portés pour la télévision. La réalisation prend en compte cet élément pour que le film soit aussi montré sur la KCTV. Il est difficile d'y voir une identité individuelle avec ses contraintes et par la motivation de ces ouvriers du cinéma de ne pas sortir du sentier. S'il devait y avoir une vision d'auteur de ce cinéma, ce serait au travers du chef suprême. Soo-ryun est une jeune lycéenne sur le point d'entrer à l'université. Elle vit avec sa petite sœur qui souhaite devenir footballeuse, sa mère et sa grand-mère. Soo-ryun reproche à sa mère son dévouement aveugle pour son père qui, en raison de son travail, n'est jamais à la maison. Au lycée, ses aptitudes en sciences font penser à ses professeurs qu'elle pourrait suivre la carrière de son père dans la recherche. Mais Soo-ryun reproche à son père de ne pas avoir obtenu son doctorat et qu'il ait, du coup, empêché sa famille de pouvoir s'installer dans un appartement. La mère de Soo-ryun apprend qu'elle a un cancer et doit subir une opération. Soo-ryun, qui finit par rendre visite à son père à son travail, l'informe de la situation. Elle découvre son père en train de s'affairer à l'usine, au milieu des ouvriers. Croyant qu'il a menti sur son travail, elle n'en dit rien au reste de la famille. Mais devant les absences répétées de son père au chevet de sa mère, la jeune fille finit par tout raconter à sa sœur. Sa mère part à l'hôpital pour se rétablir. En attendant, le grand projet du père de famille aboutit enfin. La famille déménage dans un appartement. À l'université,
Soo-ryun s'apprête à se consacrer à la recherche. Le film se termine sur le père partant loin de sa famille pour travailler, faisant comprendre à Soo-ryun son rôle au sein de la famille. L'amour de la famille, au service du général, le père de toutes les familles. À la fin du générique, l'intertitre déclare « Studio de cinéma artistique de Corée, lauréat de l'ordre de Kim Jong-il ». Le journal d'une jeune nord-coréenne raconte le passage à l'âge adulte de son personnage principal. Soo-ryun est persuadée que son père n'est plus à même de remplir sa tâche de subvenir aux besoins de la famille. Elle décide donc de prendre sa place, de gravir les échelons. Ce qu'on devrait voir comme une émancipation est vu comme un acte d'égoïsme qui est décrit comme de la naïveté au monde des adultes. Soo-ryun ne comprend pas la responsabilité de son père et de son rôle dans le milieu familial, ce qui amène des querelles au sein de la famille. Une fois que Soo-ryun comprend enfin le rôle primordial de son père, elle comprend pourquoi elle doit s'élever dans le milieu universitaire. Le rôle du père de famille est d'élever socialement son entourage pour l'amener dans la haute société. L'exemple dans le film est que le groupe passe d'une maison d'un milieu rural à un appartement en zone urbaine. Ceci est le symbole de la réussite sociale en Corée du Nord. Vivre dans un milieu urbain souligne votre statut social. Dans un pays où le pouvoir est centralisé jusqu'à sa démographie, vivre à Pyongyang est un symbole de réussite. Soo-ryun comprend l'importance de respecter ses aïeuls, que le travail ne se réalise pas pour soi, mais pour la patrie. Le ton paternaliste est en lien avec le personnage du père et celui qui se faisait passer pour le petit père des peuples. Sous cet angle, qui doit être compris par les spectateurs, la nation est avant tout une grande famille dans laquelle il faut aimer son dirigeant comme il faut aimer ses parents. Cette piété filiale, qui demande de privilégier le bien et l'intérêt collectif, est clairement une forme utopique du confucianisme amenée à l'échelle de l'État. Le caractère individuel du personnage au début du film peut faire écho à l'idéologie individualiste galvanisée dans le sud du territoire. Dans la première séquence où on voit Soo-ryun jeune avec un cartable de Mickey, elle est seule et triste, autour d'autres enfants qui sont en groupe. Par cette scène, on sait ce que le film veut nous faire comprendre. L'émancipation individuelle que l'on retrouve dans le Sud n'est pas souhaitable pour le collectif et ne vous amènera pas au bien-être. Seule la joie du collectif est mise en avant et source de confort. 내가 9살쯤 되었을 때 누군가 나에게 네 소원이 무엇인가 물은 적이 있었다. 나는 아파트에서 살았으면 좋겠어요 하고 대답하였다. 내가 우린 왜 아파트로 이사가지 않나요? 하고 물으면 아버지는 할머니가 땅 냄새를 좋아해서 그런다고 말해주곤 하였다. Il y a une certaine forme d'infantilisation dans le comportement des personnages. Que ce soit par le jeu d'acteurs ou les dialogues, ils ont tendance à être sentimentalistes et à fleur de peau. Dans une séquence où Soo-ryun retrouve sa sœur près de la rivière après une sévère dispute, la réaction entre les deux personnages est plutôt intense et se finit dans les bras l'un de l'autre, dans les larmes. Ce déchaînement d'émotions correspond à l'esthétisme de ce cinéma. Il est généralement lié à l'accumulation impossible d'obstacles pour les héros. Dans Journal d'une jeune nord-coréenne, même une dispute peut être un déchaînement passant de la colère à la tristesse et à la joie, en l'espace d'une scène. Le film est une surenchère des codes mélodramatiques avec une surabondance émotionnelle. Dans les moments de joie, les personnages sont sur un nuage, et dans les moments d'incertitude, c'est le cataclysme. Le besoin d'exprimer des sentiments de sacrifice, de compassion, de chagrin est soutenu par la réalisation, qui met cela en avant avec des plans serrés sur les visages pour le retranscrire au mieux. Cet esthétisme théâtral est présent dans la tradition narrative et représentative coréenne. La catharsis a des constantes traditionnelles liées à la volonté de communier avec la nature. Rien n'est vrai s'il n'y a pas d'affect, d'émotion qui lui soit liée. Un héritage bien plus proche du confucianisme que du matérialisme marxiste. 언니, 나도 인차 결심 속였지 뭐.
Un autre élément de mise en scène que l'on peut relever sont les interludes musicaux. Des séquences entières se rattachent à peine à la chronologie du récit pour venir soit commenter l'action, soit rappeler le besoin de patriotisme, ou bien faire une pause dans le récit. Le chant est un élément clé dans la culture coréenne. Les spectacles musicaux sont constamment produits et beaucoup de chanteurs et chanteuses sont extrêmement respectés dans le milieu culturel. Dans Journal d'une jeune nord-coréenne, nous avons 4 interludes musicaux chantés. Le premier se passe pendant un rassemblement de la jeunesse le jour du soleil, le 15 avril. Elle sert à montrer que le général assure la sécurité et la paix à la jeunesse pendant la guerre. La chanson fait écho à la situation familiale dans le film, où le père reste loin de la famille pour la protéger. La séquence, qui montre un rassemblement de jeunes avec des activités musicales et sportives, montre la joie de vivre de la colonie. Le deuxième interlude musical est celui où Soo-ryun chante à la guitare auprès des habitants après les avoir aidés à réparer la géothermie de la maison familiale. On évoque un père au front qui n'est ni plus ni moins que le général. Une chanson qui fait écho encore à la situation du père dans le film. 생각이 나네 거지인 힘느니 고요히 내리는데 조용 들려오네 장군님 발자국 소리 눈 높인 용길에 자욱을 새기며 전선길 가시는 아버지 안녕 바라니 깊은 밤 별빛이 고요히 흐르는데 소용 들려오네 장군님 발자국 소리 训练农牧突破桥 promising comedy 质量 Thank you very much. Le dernier interlude chanté vient à la fin du film, quand le père repart à la gare. On parle du général comme le père précieux de toutes les familles et que l'on suivra jusqu'au bout. 보내는 사람들도 많지는 않을 것이다. 이제 또 몇 년이 걸릴지 기약할 수 없는 그 길을 떠나는 아버지. Quand Journal d'une jeune nord-coréenne est sorti en France, le film fut mal reçu par la critique et n'a pas trouvé son public. Au-delà de l'accusation d'être un film de propagande, le film a été critiqué par sa mise en scène et son récit trop formaliste, avec une absence de toute réalisation innovante. Une autre critique qui revient, c'est son esthétisme suranné. Avec nos standards actuels, le film a l'air d'être plus proche des années 60 que des années 2000. Le cinéma nord-coréen serait comme figé dans le temps. Ce manque de vision moderne du cinéma et son manque de variété
furent sans doute la motivation de l'enlèvement du cinéaste Shin Sang-ok et de l'actrice Choi Yoon-hee en 1978. Ces deux personnalités, qui vivaient à Hong Kong, ont été enlevées et amenées à travailler pour le gouvernement du Nord. Leur objectif est d'amener à une vision plus internationale du cinéma et à réaliser des productions plus compatibles à la distribution des autres pays. Leur captivité s'est arrêtée en 1986, après leur fuite. Cet événement, qui a fait le tour du monde, a montré le besoin d'élargir le catalogue cinématographique du cinéma nord-coréen dont Kim Jong-il voyait toute son importance. Depuis les années 90, la production cinématographique a considérablement ralenti sa production. Non pas que les publics soient moins réceptifs, mais le budget de l'industrie a baissé, le gouvernement préférant financer d'autres projets. La démocratisation de la télévision devient un facteur majeur de l'audiovisuel et le cinéma va devenir beaucoup plus dépendant de ce média. L'actuel chef suprême de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, est beaucoup moins réceptif au cinéma que son père. Ce cinéma ne se contente que d'éveiller son âge d'or, qui est celui du cinéma des années 60-70. Le journal d'une jeune nord-coréenne est un témoin de ce cinéma, contrôlé par un seul homme, dont il ne reste aujourd'hui que des vestiges de sa pensée sur le cinéma.